Du coup, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter LabVIEW avec Arduino et Raspberry Pi. D'abord, avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, on va faire juste un petit point niveau vocabulaire. Quand je vais parler de tout ce qui est Raspberry, Raspberry Pi ou une référence avec un chiffre derrière, je parle principalement de la même chose, je parle d'une cible de type Raspberry. Et je vais aussi parler de cibles de type Arduino, mais c'est pour, on va dire, simplifier mes explications pour ne pas avoir à parler de 5 ou 6 références de cartes en même temps. C'est juste, voilà, petite clarification dès le début. Donc, du coup, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Benjamin Lerche. Donc, je suis apprenti chez Mesulog. J'ai un diplôme de génie électrique. Je suis actuellement étudiant, donc en apprenti chez Imerir aussi, en même temps à côté. Et entre guillemets homemaker, c'est-à-dire que j'aime bien bricoler un peu chez moi. Donc c'est pour ça que ce toolkit m'a fait du coin de l'œil quand je l'avais vu et ça peut potentiellement intéresser d'autres gens. Alors d'abord, dans cette présentation, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que ce fameux toolkit Lynx, qu'est-ce qu'il vient faire là avec tous ces Arduino et Raspberry. Et ensuite, au fur et à mesure de la présentation, on va voir les interactions disponibles qu'on va avoir donc, avec des Arduino, enfin des cibles de type Arduino ainsi que Raspberry, en amplifiant un petit peu sur le Raspberry. Il a été introduit avec LabVIEW Community Edition qui a été mis à disposition en avril l'année dernière. Donc LabVIEW Community Edition, l'équivalence, c'est juste pour faire l'équivalence, c'est LabVIEW 2020, mais version Community Edition, c'est-à-dire que c'est à usage personnel. Et en même temps, on a eu la sortie de LabVIEW NXG Community Edition à la même date. Donc pour le toolkit Lynx, donc il est inclus de base dans votre installation dans la version Community Edition. Il y a aussi un moyen de l'avoir en extérieur, mais on reviendra peut-être ça plus tard, ou on gardera peut-être pour les questions à la fin. Donc le principe de comment fonctionne, le principe de fonctionnement, je vais y arriver, de ce toolkit-là. Vous avez votre ordinateur avec votre LabVIEW installé dessus, et vous avez vos différentes cibles donc, de type Arduino et de type Raspberry, avec lesquels vous voulez communiquer tout simplement. Et vous avez justement le toolkit Lynx qui lui va vous permettre de faire la communication entre ces différentes cibles. Et du coup, c'est lui qui va se charger de faire tout le sale boulot pour vous en fait. Alors du coup, on commence donc avec qu'est-ce qu'un Arduino. Donc, on va commencer par voir un Arduino. Là, donc il y a des différents types de cibles dont on avait, donc qui a de compatibles, mais ça on verra juste après. Mais dans un premier temps, on va juste parler de ce que c'est vraiment un Arduino, dans notre cas, un Arduino Uno donc c'est cette carte-là, histoire d'avoir enfin c'est une des cartes les plus communes utilisées, donc on va se baser sur celle-là. Donc un Arduino, c'est quoi? C'est une petite carte qui était à l'origine utilisé pour de l'apprentissage de développement, par exemple pour des étudiants, pour des gens intéressés à apprendre le développement sur des petites cibles, des petites cartes en fait, pour pouvoir piloter des LED, etc. Donc dessus, on retrouve un microcontrôleur AT-Mega. On a à disposition différentes entrées numériques et analogiques qui sont en 0,5 volts. Et nativement sur la carte, on peut retrouver donc, de la communication série, I2C et ASPI. Donc à noter qu'une carte comme ça, si on recherche, on va dire la carte officielle, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, mais de base, on est sur une carte qui coûte environ une vingtaine d'euros, en fonction de là où vous la récupérez. Et donc, si jamais, par rapport à tout ce qui est disponible en termes de connectivité, si jamais ça ne vous suffit pas, vous avez ce qui s'appelle des shields
pour augmenter, on va dire, votre type d'interface, enfin votre type d'interface physique pour pouvoir augmenter les possibilités de votre carte. Donc de base, quand on va pour programmer un Arduino, donc la compagnie, enfin l'entreprise Arduino nous fournit justement un IDE, donc un environnement de développement pour pouvoir programmer votre cible. Donc ça veut dire que vous allez écrire votre code en textuel qui va être embarqué sur votre carte et qui va tourner tout seul dès que vous démarrez votre Arduino en fait. Et du coup, à la contraire donc, du toolkit Lynx, donc vous allez avoir un outil qui va permettre justement de mettre du code sur qui va mettre un code sur votre cible de type Arduino. Sauf que là, on n'aura pas exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va revenir juste après sur ça, mais c'est pas la même chose que vous aurez si je voulais que vous écrivez votre code vous-même sur à la main avec l'IDE et si vous souhaitez utiliser un Arduino avec le toolkit Lynx. Donc en termes de principe de fonctionnement avec votre toolkit Lynx, donc vous avez votre ordinateur avec votre code de votre application LabVIEW qui, elle, va être considérée comme une application cliente qui va communiquer donc avec, via une liaison USB 132 donc en communication série qui va communiquer avec votre carte qui, elle, avec le programme qui a été flashé sur la carte, va servir d'application serveur d'entrée-sortie. Donc vous aurez une carte d'acquisition, une petite carte entre guillemets d'acquisition des portées qui coûte une vingtaine d'euros, ce qui peut être quand même assez pratique. Donc, pour pouvoir faire tous vos pilotages, vous avez une librairie justement de fonctions qui sont disponibles avec le toolkit Lynx. Donc de base, on a un open et un close. Enfin, à noter aussi que tous les VI que vous allez voir sont compatibles, enfin pour la majorité compatibles, que ce soit entre une cible de type Arduino et de type Raspberry. Ça va être les mêmes VI, c'est juste que ça va s'adapter derrière pour différencier les types de cibles. Donc, si on regarde un peu dans le détail, on a dans les périphériques du pilotage en brut, donc de voix analogique, digitale, on a le PWM, I2C, SPI, UART, etc. Dans les capteurs, on retrouve une librairie de capteurs préfaits pour simplifier l'utilisation de l'outil. Donc de base, vous pouvez retrouver un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de gérer l'acquisition on va dire, de capteurs plus ou moins répandus, qui sont, oui, plus ou moins répandus, en fait, tout simplement. Et ensuite, vous avez dans les utilities, ça, c'est plus des fonctions qui vont être réservées qui sont utilisées dans vos différents VI de open, close et le pilotage d'entrée-sortie pour gérer tout ce qui est la configuration d'Internet, Wi-Fi, etc. Bon, le Wi-Fi Internet, vous ne l'aurez pas sur l'Arduino, mais là, ce sera justement les fonctionnalités que vous aurez plus sur un Raspberry. On va voir justement, on va faire une petite démo de code. Donc, on va voir un programme exemple modifié d'un clignotement justement d'une LED avec un Raspberry. Enfin non, avec un Arduino, pardon. Alors, on va retrouver le code ici qui était juste avant dans la diapo. Donc on se retrouve au début, on a un open pour ouvrir la communication, une écriture justement sur la voie digitale qu'on veut, alors nous en l'occurrence avec la voie 12, et ensuite à la fin, une fois qu'on aura fini tout le programme, on aura la fermeture. Alors si je lance le programme, donc là il y a la LED clignote, mais pour vous montrer qu'on ne bluffe pas, que j'essaie pas de vous arnaquer, on va voir là. Je vais la ramener. Donc on a notre carte ici, et du coup voilà, on retrouve justement le pilotage de notre voie digitale
avec justement l'équivalent de notre LED qui clignote sur notre programme LabVIEW qui du coup va montrer l'état de la sortie sur l'état de la voie physique en fait, tout simplement. On la voit bien. On On la n'a voit pas bien. arnaqué pour une fois. Ce serait mieux quand même. Je te surveille. Alors, si on revient juste, on peut arrêter de la faire clignoter. Hein. Donc là, ouais, il y avait la communication de série avec notre carte, etc. Alors si je reviens, non, mauvais bouton. Voilà, si je reviens là, ce sera mieux avec le son. Donc, si je reprends juste un rapide récapitulatif donc de ce qu'on peut faire avec un Arduino de base, avec un des avantages qu'on peut avoir avec un Arduino de base, ça coûte pas très très cher pour le coup. Et ça fait l'équivalent d'une toute petite carte d'acquisition. Et du coup, il faut noter aussi le fait qu'à faible coût, vous avez des contraintes qui vont avec. Donc que ce soit, on a une problématique on n'a pas forcément de protection électrique entre guillemets sur si jamais vous faites une fausse manip, vous pouvez facilement griller vos entrées-sorties avec des petites problématiques de performance. Alors pas de code embarqué aussi, parce qu'en fait le code qui est flashé sur votre carte, donc comme je l'ai dit avant, ça fait le code, votre carte fait office de serveur d'entrée-sortie. Donc vous avez un code flashé dessus qui lui va juste obéir à des commandes que vous allez lui envoyer. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas de commande, la carte ne se pilotera pas toute seule. Donc, si vous la démarrez juste comme ça, il ne se passera rien en fait. Elle attendra juste de recevoir ses commandes. Et donc du coup, la limitation de performance qui va avec, c'est que on est limité par rapport à ça, parce que c'est par rapport à la communication, l'échange qu'on aura entre justement notre carte et votre ordinateur en fait. Est-ce qu'il y avait déjà des questions? J'avais pas regardé. Non, non, Benjamin, pas de souci. Pour l'instant, pas de questions. Autrement, je te les aurais posées en direct. Ok, ça marche. Non, continue comme ça, c'est très bien. Pardon. Maintenant, on va voir justement. Donc là, on a parlé on va dire entre guillemets des cibles de type Arduino. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec un Raspberry. Donc déjà, qu'est-ce qu'un Raspberry? Donc c'est un petit ordinateur Linux qui ressemble à ça, qui est relativement, enfin qui est assez petite quand on reconnaît la taille des périphériques qu'on a. Donc c'est un petit ordinateur Linux avec un microcontrôleur ARM. Donc là, ici on a déjà une petite différence avec l'Arduino. Enfin il y avait déjà des différences, mais en termes d'entrée-sortie, il y a déjà une contrainte un peu plus grande qu'avec un Arduino. C'est-à-dire qu'on n'est pas en 0,5 volts avec des voies analogiques. Là, c'est que du numérique et de 0 à 3,3 volts. Donc, on retrouve à peu près les mêmes protocoles de communication de base natifs disponibles. Après, avec certains modèles, on peut aussi avoir en fonction du modèle que vous prenez, puisqu'il y a différents modèles de Raspberry, vous avez plus ou moins de fonctionnalités, mais je dirais de base, vous avez au moins l'UART, l'I2C et le SPI disponibles. À noter aussi que là, au niveau du prix, ça va varier un peu plus, enfin ça varie beaucoup plus qu'un Arduino, parce que vu qu'il y a différents modèles qui n'ont pas tous la même puissance de calcul, on peut avoir des prix qui varient de 30 à 60 euros assez facilement, quoi. Et puis aussi, comme la carte, on peut retrouver aussi comme les sites de type Arduino, on peut retrouver des modules qui peuvent venir se connecter par-dessus pour augmenter justement les types de connectivité qu'on a déjà de base, si jamais ce qu'on a de base ne suffit pas. Donc en principe de fonctionnement, pardon, donc cette fois-ci c'est loin d'être similaire à comment on fonctionne avec un Arduino. Donc vous avez votre environnement nouveau de développement sur votre ordinateur, sauf que cette fois-ci, votre Raspberry, lui, va être vu comme une cible déportée. Donc ça, on verra la preuve juste après. Et avec votre OS Linux, vous allez avoir un Runtime LabVIEW qui va être installé dans votre Raspberry, qui va justement lui permettre d'exécuter vos applications, vos diverses applications, en fait, tout simplement.
sachant que la carte, elle peut être disponible sur le réseau. Donc ça, on le verra après, c'est-à-dire que j'ai juste la ligne de brancher et je vais discuter avec je vais activer entre guillemets mon programme depuis, enfin à distance, en passant par mon réseau chez moi. OS Real. Ah, ça je verrai après. Donc on va juste voir l'équivalent du code de Blink, donc de clignotement de LED. Je ne vais pas faire de démo sur celui-là, mais j'en ferai une autre pour plus tard, parce que ça va marcher de la même manière. Là, il va falloir me croire sur le fait que ça marche. Donc on peut piloter. Donc là, on retrouve sur notre. Alors, est-ce que je peux. Ah, voilà. Donc là, on retrouve dans le projet, là, on peut voir ici notre Raspberry qui est indiqué comme une cible. Comme une cible déportée. Là, on le voit comme une cible déportée, avec justement tout ce qui lui appartient, toutes ses dépendances, tous ses VI, etc. Donc là, c'est bien la différence contrairement à l'Arduino, parce que juste contrairement à l'Arduino, on avait juste le code qui disait bah, je veux communiquer avec une carte. Là, on le voit bien comme étant une cible déportée bien présente dans notre projet. Et donc là, c'est les mêmes VI de communication, comme on avait vu, qui étaient disponibles dans la librairie. C'est juste qu'effectivement, on a des petits détails qui changent sur les VI malléables pour justement gérer tout ce qui est. Au lieu de dire je me connecte en série, bah là j'utilise mes entrées-sorties locales. Donc vu que le programme va être inséré sur le Raspberry, on aura l'accès à toutes ces entrées-sorties en fait, tout simplement. Alors, donc en ce qui concerne pour embarquer du coup un programme, donc on va utiliser justement le même chemin on va utiliser la même manière de déployer une cible que pour une cible temps réel. On reviendra sur la question j'avais vu la question du temps réel, on reviendra après. Donc on va utiliser le même moyen de créer notre programme qui va être embarqué sur la cible, avec les mêmes options. Hein. Donc on a juste le chemin, là on peut voir le chemin qui va changer, parce que du coup on va avoir un chemin qui se rapproche d'un chemin d'un chemin Linux en fait, d'un chemin d'OS Linux. C'est une des principales différences. Et pour ce qui est du RT, est-ce que c'est vraiment un OS RT? Bah, l'OS de base utilisé n'est pas un OS qui est considéré comme RT en fait. On utilise le même moyen de déployer nos applications qu'une cible RT, je vais y arriver, mais c'est pas un OS temps réel. Donc on va voir le programme de test, la démo que je vais vous faire. Donc moi j'ai utilisé un capteur I2C. Ce schéma a été fait avec un outil Fritzing, si jamais ça vous intéresse, pour faire des petits schémas assez simples. Donc c'est un petit capteur qui communique en I2C, qui va, voilà, avec la photophysique, un capteur I2C qui permet justement de récupérer la température, l'altitude et la pression courante. Et donc je vais vous faire la démo avec ça. Alors, je vais ouvrir mon projet. Donc là, j'ai bien ma cible. Je vais me connecter à mon Raspberry. Allez. Voilà. Et je retrouve, ça j'en ai plus besoin. Donc je retrouve justement ce qu'il y avait juste avant sur mon écran. Donc si je lance mon application, allez. Voilà, donc là je récupère en direct là, les mesures de mon capteur en I2C. Donc avec l'altitude, la température et la pression que j'ai en direct. Et pour montrer que je bluffe pas de nouveau, on va refaire la même qu'avant. Hop. Ah, mince. Si je la remets là. Hop. Donc si je prends mon Raspberry, donc ça c'est en rouge, là j'ai mon... Si ça veut bien focus, ce serait fantastique.
Bon, on va dire, bon, c'est mon capteur, il va falloir faire confiance à ce coup-là. Donc si je mets mon doigt dessus, si on regarde à gauche, à les courbes de température, etc., bon, on voit qu'effectivement, je ne vous vends pas, c'est pas des données simulées, c'est effectivement les mesures que j'ai en direct. Donc avec Tu nous as l'altitude bien inventé une prise de température sans contact. Enfin, sans contact sans capteur. extérieur. Ah non, je ne bluffe pas. Donc là, si je l'enlève, ça va redescendre. Voilà. Donc là, je ne bluffe pas, c'est pas inventé. Est-ce qu'il y avait des questions? Il y a Cyril Gambini qui dit que tu es en chute libre. Oui, L'altitude a fortement descendu. Tout va bien, j'avais mon parachute. Tout va bien. Alors, Oui, l'altitude, oui, parce il y a un trou sur le capteur, et vu que j'ai bouché le trou qui permettait de mesurer la pression, bah, évidemment, ça a chuté, quoi. pendant que j'y suis là, oui, il y a Mathieu qui a fait une remarque en disant effectivement c'était pas un OS temps réel, mais par contre on pouvait sûrement effectivement démarrer une cible déportée dessus au niveau de l'application, d'où le nom d'ailleurs Application Real Time. C'est une application type temps réel et pas un OS temps réel effectivement. Et une question de Cyril qu'il a posée tout à l'heure. Et je suis sûr que, te connaissant, Benjamin, qu'elle va te correspondre. Quelles sont les différences de performance entre un code LabVIEW et un code Python ou C qui serait exécuté sur la cible? Ah. J'imagine que tu as fait le test. Bien sûr, bien sûr. Non, je pense tu peux Non, répondre à Cyril que tu t'es pas amusé à faire le test. là, honnêtement, le test de tester pour, je dirais, la même fonctionnalité, et c'est, enfin, le même type de test qu'on veut faire. Donc, par exemple, là, faire de la mesure de température, machin. J'ai pas fait le test entre différents langages de programmation pour savoir lequel était le plus optimisé, que ce soit en... Enfin, j'ai pas testé, quoi. Là, je vais être franc, j'ai pas fait le test. On a fait quelques petits tests de notre côté, mais vas-y. Ouais, si je peux me permettre, en complément de ce qu'avait fait Benjamin, on avait fait des tests. Il y a deux choses. Il y a les performances côté Arduino qui vont être très limitées parce que la façon dont c'est programmé entre du code qui sera embarqué sur l'Arduino et Lynx pour Arduino, où là les performances sont pas bonnes, on va dire, en la view par rapport à ce qu'on pourrait embarquer directement dessus, en étant limité avec les capacités de l'Arduino. Et sur le Raspberry Pi, il y a les questions de performance. Après, si on cherche un Raspberry Pi, si la question de l'application, c'est les performances, je ne sais pas si c'est le bon support. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'utiliser le même IDE pour programmer sur le Raspberry Pi. Effectivement, en termes d'optimisation de code, je ne sais pas ce qu'il en est. Si tu as fait des benchmarks, on est intéressé là-dessus. Mais ça reste l'intérêt premier reste quand même l'environnement de développement, utiliser du LabVIEW pour programmer une cible ARM autonome. Alors, ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maxime. On n'utilise pas du Raspberry Pi, effectivement, pour avoir une Ferrari sous le coude. L'idée qu'on a eue, nous, derrière ça, quand on a vu ça, on a fait 2-3 petits tests, mais avec du matériel. Alors, c'est pas spécialement sur des capacités ou des performances purement de calcul, mais on s'est aperçu qu'avec Lynx sur Raspberry Pi, quand on fait de la communication SPI, alors je sais pas pour le I2C, mais la communication SPI passe par des entrées-sorties numériques standards et non pas par les moteurs SPI, en tout cas les chips SPI dédiés qui sont sur le Raspberry Pi. Et là, on a des gros ralentissements, on va dire. Là, le bus SPI à travers la View et le toolkit Lynx va beaucoup plus lentement que si on attaquait directement les moteurs SPI standards qu'on peut avoir sur le Raspberry Pi. Ok, merci. On rend la main à Benjamin. Benjamin, 18h09. Allez, à toi. Ouais. Alors, de toute façon, j'ai bientôt fini, on va y arriver. Alors, ça, c'est combien de voir. Alors, un petit récapitulatif, mais du coup, c'est à peu près ce qu'on était en train de débattre. C'est donc au niveau avantage, c'est nouveau pas, ça coûte pas forcément, ça n'a pas un prix exorbitant, je dirais.
Ça permet d'embarquer un petit code autonome LabVIEW sur une cible Raspberry. Les problèmes de performance, ça c'est encore une autre chose, mais du coup, ça c'est pas quelque chose qui était le but de tester dans un premier temps, c'était de voir si c'était faisable ou pas. Et un des points bien intéressants aussi, c'est le fait qu'on voie bien notre cible comme étant une cible déportée dans notre projet, ce qui est assez pratique, je dirais, entre guillemets. Par contre, oui, le point faible, ouais, donc il y a à nouveau aussi les performances qui viennent d'être dites. Il y a la limitation des entrées et sorties du Raspberry. Et aussi, alors il y a un autre truc aussi, c'est qu'il n'y a effectivement pas d'interface utilisateur. C'est-à-dire que si jamais vous embarquez votre code, donc vous déployez votre code sur votre Raspberry, et ben, côté Raspberry, ça va fonctionner un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que vous n'aurez pas, comme moi, je venais de l'avoir là, une interface graphique, parce que là, du coup, j'étais en debug, mais du coup, vous aurez juste rien et vous avez votre programme qui va tourner à l'aveuglette. Il y avait juste un point aussi que j'ai oublié, c'est que quand vous codez sur le Raspberry, vous avez aussi accès, donc là, il y avait les outils, je dirais, de base. Mais du coup, quand vous embarquez votre application, vous pouvez utiliser la majeure partie des VI que vous avez disponibles dans LabVIEW aussi. Il n'y a pas que ce qui est uniquement disponible pour le toolkit Lynx. Là, vous pouvez utiliser la majorité de la palette. Maintenant, on va juste voir par rapport à nos problématiques comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc du coup, de base, là, ce qu'on avait en architecture, on avait juste une petite application qui faisait de l'acquisition de capteurs. Sauf que maintenant, il y a le problème dont on vient de parler juste avant, c'est qu'on n'a pas d'interface graphique. Donc une manière de faire pour exposer nos informations, pour ne pas être à l'aveugle, on peut utiliser donc le web service disponible sous LabVIEW, qui va nous permettre justement d'avoir donc les informations pour éviter d'être un peu moins à l'aveugle. Par contre, la problématique, c'est formaté, donc là c'est en JSON, mais c'est formaté en texte, ce qui n'est pas forcément très plaisant à regarder pour certains. Et pour compenser ça, en fait, on va utiliser une interface web qui a été faite en NXG, donc NXG Community Edition aussi, pour compenser à ce problème-là. Donc, dans notre application, on a notre web service qui est sous notre cible Raspberry, qui a été appelé Météo. Je vais remettre ça, qui a été appelé Météo, avec différents chemins disponibles déjà de base qui ont déjà été faits. Donc on a display et info. Donc si on va regarder dans display ce qu'on peut se trouver, on a juste une variable globale ici principalement qui nous permet de mettre en avant les informations qu'on avait juste avant, qui étaient en format textuel juste avant. C'est comme ça qu'on peut le faire. Et tout ce qui est access control, c'est lié à un problème qu'on peut avoir quand on configure justement notre communication, c'est le cross origin resource sharing. Là, c'est différentes problématiques qu'on peut avoir, mais tout dépend de la manière dont on le fait. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus bien plus que ça. Donc l'interface web qui a été développée, donc qui a été fait donc avec LabVIEW NXG Community Edition. Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc on retrouve les graphiques et toutes les informations qu'on avait avant, sauf qu'avant on l'avait sur la version debug. Là on a sur une interface web. Donc on va voir ça. Donc ça c'est le code qui avait été fait sous LabVIEW NXG. Donc on va juste faire une requête pour récupérer l'information. Ah, on a entendu Benjamin? Luc, je crois qu'on a perdu. Ouais. C'est ça. Alors. Il a Et à côté de lui ou vous êtes dans des localisations différentes? On est dans des bureaux différents, on est localement à des endroits différents. Il revient, allez, c'était Benjamin? Oui, excusez-moi, j'ai eu un saut de connexion.
T'es allé prendre une bière. Non, Prends ton temps, vas-y, tranquillement. Allez, on prend la main. Donc, on a notre code ici qui fait l'acquisition. On a notre service web qui est juste là. Là-dedans, on a inclus dans ce qui a été buildé par NXG pour tout ce qui est l'affichage de l'interface web. Donc, ça a été inclus dans le service web avec les routes qu'on a vues précédemment. Donc, dans notre application, on embarque tout ça. Et si on fait, par exemple, si on déploie l'application et qu'on fait un run à startup pour déployer notre programme, reboot, ouais. Donc on a la possibilité d'aller voir notre interface en direct, en fait notre interface web. Hop. Et donc voilà, donc là on peut la voir comme ça. À noter que si jamais vous ne le voyez pas, je vais copier l'adresse. Vous pouvez normalement tous y avoir accès. Alors j'espère que je n'ai pas mon réseau qui va s'effondrer quand je vais faire ça, mais normalement là, si jamais vous cliquez sur ce lien, vous avez accès justement à la mesure du capteur en direct et la possibilité justement d'au lieu d'être un peu entre guillemets à l'aveugle avec un programme qui est juste avec une information qui est juste en ligne de texte, et avoir l'information. Fais attention, Benjamin, tu as copié l'adresse locale de ton PC. Bien vu, bien vu, bien vu. Je corrige. Celle-là, ça va marcher mieux. Excusez-moi. Donc là, normalement, ça devrait. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps à charger, mais ça devrait être bon. Et c'est à peu près maintenant qu'il y a 40 connexions qui rentrent chez toi, qui vont tuer ton Raspberry et ta connexion. Exactement. C'est ça. Allez, il est 18h17, Benjamin, je t'invite à poursuivre. Merci. Moi, c'était. Je crois que là, justement, il s'est effondré. C'était ma présentation justement sur quelles étaient les possibilités de faire avec un Raspberry avec le toolkit Lynx. Merci Benjamin. Tu as une conclusion à nous montrer sur ton PowerPoint ou je passe aux questions qui t'attendent? Globalement, c'est bon. Allez, plusieurs questions. Je vais les prendre dans un ordre. Il y a plusieurs produits Lynx dans le VIPM. Est-ce que tu as un produit à conseiller plus qu'un autre? Que penses-tu du produit Digilent? Alors, on peut regarder. Alors, il faut juste faire attention. Donc, si vous utilisez la version de VIPM, alors je vais juste remettre. Hop, on va revenir là, on va voir avec ça. Méfiez-vous si vous utilisez la version VIPM. En fait, ce qui se passe, c'est que la version la plus à jour, c'est celle que vous allez trouver dans la version Community Edition. Par contre, si vous utilisez la version qui est disponible sur VIPM, à vérifier, hein, mais il me semble que vous allez avoir quelques problématiques au niveau de la version du programme. Non, mais si on va y arriver. Il a disparu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il me semble que c'est celle de Digilent, effectivement. Mais non, c'est pas là. Juste pour information, Digilent, il me semble, a été racheté par National Instruments. Et donc, il sert de distributeur pour des produits en particulier aux US. Et donc, les toolkits Lynx étant rattachés désormais à Digilent, chez ENI. Ok, merci. Benjamin. Voilà, si vous avez la fenêtre, oui. Non, c'était pour savoir. Donc c'est, oui, non, donc c'est bien la bonne version de Digilent. Par contre, effectivement, méfiez-vous au niveau de la version. J'avais pas fini, je m'étais arrêté. Vous allez peut-être avoir des problématiques au niveau du déploiement sur une cible Raspberry, mais pour ça, je vous conseille d'aller. Il y a des problèmes de version, parce que ça doit être la version qui date de 2004, là 2016, voilà.
Donc là, je vous conseille, c'est de chercher sur des forums les posts de Sam Sharp, qui avait déjà fait des tutoriels pour comment embarquer des cibles. En fait, il expliquait comment corriger certaines problématiques qu'on peut avoir quand on récupère le package via APM. Mais sinon, si vous la récupérez depuis la Community Edition, normalement, il y aura aucun problème. Ok, merci. Est-ce que au niveau des nouvelles versions du Toolkit Lynx, j'ai pas eu de nouvelles concernant de nouvelles versions. là, celui que tu as utilisé, c'était celui qui était lié au LabVIEW Community Edition. Il était de quelle année? LabVIEW Community Edition, il est de 2020. C'est ça. Enfin, oui, donc il est récent. Non, parce que quelqu'un, je pense, a confondu avec l'ancien Toolkit Lynx qui datait de 2014. C'est ça. Justement, dans VIPM, c'est la version qui est dedans, c'est celle qui est de 2016, la version que j'avais juste avant d'afficher. Donc là, c'est pour répondre à Emmanuel. Emmanuel qui nous mettait une question sur la version de Lynx de 2014. Donc là, il a bien utilisé la dernière version de LabVIEW Community Edition qui inclut également une version de LabVIEW NXG pour la partie WebVI. Alors LabVIEW NXG, comme tout le monde sait, va être arrêté, mais pas NXG, puisque les portfolios NXG vont continuer. Et la partie WebVI va être mise dans une nouvelle application qui va être application web et qui va rester dans la famille des NXG. Donc ça, c'est voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir un écran local sur le Raspberry? Est-ce qu'il a une sortie vidéo? Alors, il y a plusieurs manières d'avoir un. Alors, on peut avoir un écran branché direct parce qu'il y a des connexions. C'est micro HDMI, il me semble, dessus. Du coup, de base, vous pouvez mettre des écrans comme ça par câble. Ou alors, il y a une nappe de câble aussi pour avoir accès à un petit écran. On peut mettre un écran tactile comme ça. Par contre, même en mettant un écran, vous avez la problématique vous n'aurez pas l'interface de votre VI. Et si jamais vous n'avez même pas d'écran, vous pouvez utiliser un VNC, un VNC Viewer, et vous pouvez vous connecter à votre Raspberry et avoir accès au bureau comme ça à distance, quoi. Ok, et sinon, pour le debug d'application, est-ce que tu as utilisé une sortie du port série pour essayer de faire du debug de l'application? J'ai pas essayé j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Voilà. Mais t'as pas essayé. J'avais déjà fait ça sur une autre cible, mais j'ai pas essayé sur Raspberry. Mais je pense que c'est intéressant de. Non, mais merci beaucoup Benjamin, beaucoup de félicitations en tout cas, félicitations encore pour cette très belle présentation. Je crois que il n'y a plus de questions. Si quelqu'un a encore une question, qu'il n'hésite pas à l'envoyer. Et bah c'est tout. Merci Benjamin.